Général Lafaux, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez pris il y a déjà bientôt 6 mois le commandement de la 2e division du Canada de la Force opérationnelle interarmée Est. Premièrement, est-ce que le jeune Stéphane Lafaux, qui s'est enrôlé il y a déjà quelques années, se disait un jour, je vais commander toutes les forces armées canadiennes du Québec? En fait, pas nécessairement. On pense jamais à ça lorsqu'on s'enrôle, puis je pense que le critère est bon pour tout le monde. Non. Et puis, toujours très, très surpris lorsque je regarde mon parcours. Je dis toujours aux gens que j'ai été choyé par les positions qu'on m'a données. Et c'était quoi votre objectif à l'époque quand vous vous êtes enrôlé? Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là? Écoutez, on pense pas réellement à ça. La plupart des jeunes officiers pensent à pouvoir commander soit une compagnie, soit un escadron. Et puis, j'étais probablement là, comme les gens de ma génération, c'est à ça qu'on pensait. Et puis, les positions ont déboulé une après l'autre. Est-ce que maintenant vous dites 2e division c'est bien ou on peut aller encore plus haut? Je pense pas à ça. Écoutez, en fait, c'est le plan d'emploi comme commandant de la 2e division. J'ai pas fini de découvrir encore tous les éléments de la 2e division, bien que je me suis promené énormément avec mon sergent-major. Donc, pour l'instant, je suis très satisfait où je suis. Alors, justement, c'est quoi un commandant de la 2e division du Canada et de la Force opérationnelle interarmée Est? Qu'est-ce que ça fait? En fait, il y a deux volets. Puis ça vient, quand on regarde le titre, on voit réellement le volet armé, donc la 2e division, qui est composé quand même de 3 brigades, un groupe de soutien, le centre d'instruction, la compagnie de renseignement. On gère aussi les cadets qui servent au Québec, plus nos Rangers, qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a tout ce volet-là. Donc, moi, je m'assure de mettre en place les conditions pour que mes commandants de brigade aient du succès dans leur entraînement. Mon travail à moi, c'est de m'assurer que les capacités opérationnelles qu'on doit au Canada soient disponibles lorsqu'il y a un besoin. Donc, que ce soit des forces d'opération pour les opérations domestiques en cas de désastre au Québec ou au Canada. Et il y a aussi le volet où on doit préparer nos forces pour un déploiement qui pourrait venir à l'étranger si le gouvernement décidait de faire appel à l'armée. L'autre volet, c'est le volet interarmée. Donc, en cas de crise majeure au Québec, on parle d'un désastre majeur où là, je pourrais me faire, on pourrait m'attacher à les forces de la marine qui sont en place au Québec, les forces de l'aviation aussi, les gens qui travaillent un peu partout, tous les militaires du Québec tomberaient sous la gouverne de mon organisation pour gérer une crise domestique comme des inondations majeures ou une crise du verglas. Et alors, on va revenir là, justement sur ce qui s'en vient au niveau de la 2e division au cours de l'année à venir. Oui. Mais lorsque vous avez pris le commandement, justement, quel était l'état un petit peu de la 2e division quand vous avez pris le commandement? En fait, la maison était bien entretenue et bien maintenue. C'était la 2e fois que je prenais une organisation du général Lantier. Donc, j'avais fait la même chose à la 5e brigade. La 5e brigade était déjà prête à l'époque et puis c'est la même chose aujourd'hui qui s'est passé avec la 2e division. Donc les gens sont motivés, c'est des gens qui aiment leur travail, c'est des gens qui aiment aussi s'entraîner, c'est ce que j'ai découvert. Et des gens qui sont réellement intéressés à servir, à faire une différence. Alors, on l'a vu au cours là, justement des dernières années avec la fin de la mission en Afghanistan et le retour des troupes en mars. Et maintenant, on en est donc à la réintégration de ces troupes qui est pas mal complétée, mais on regarde vers l'avenir et notamment vers le déploiement, la préparation de l'AFO 115 et l'AFO 215. Oui. Donc, vous pouvez expliquer ça? Oui, mais en fait, le cycle a déjà débuté là, au niveau des forces opérationnelles 1-15-2-15. Donc, on parle d'entraîner un quartier général de brigade avec 2 groupements tactiques. Puis, on parle d'entraîner des gens qui vont pouvoir servir dans tout le spectre des opérations possibles, des opérations domestiques. Donc, on pourrait parler de mentorat, on pourrait parler de soutien dans un cadre humanitaire.
ou on pourrait parler même jusqu'à opération de combat, tout dépendant de ce que le gouvernement voudra bien nous employer s'il y a un besoin pour nous. Donc l'entraînement a déjà bien débuté à Valcartier. Les troupes ont été cet automne à Gagetown pour débuter leur entraînement. Le quartier général de brigade s'est déployé aux États-Unis l'été passé à 29 Palms, en Californie, pour travailler avec les Marines américains. Donc ça aussi, ça s'est bien débuté. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour eux? Un printemps assez chargé, un exercice rafale blanche, suivi d'exercices de poste de commandement pour les QG à tous les niveaux. Et ça va culminer en mai prochain avec un exercice de validation à One Right, l'exercice Maple Resolve 2015. En parlant de Maple Resolve, on l'a vu au cours de la décennie passée surtout, ce genre d'exercice live est quand même assez risqué. Il y a eu des pertes à plusieurs reprises, encore il y a quelques semaines. Est-ce que justement on va porter une attention particulière à OK les gars, vous vous entraînez comme il faut, mais attention, surveillez-vous bien, sécurité en premier. Ouais. En fait, c'est toujours un peu le motto qu'on utilise. La sécurité doit toujours primer dans toutes nos activités. Malheureusement, comme vous avez dit, il y a eu des accidents dans les 10 dernières années, mais quand on regarde les chiffres, c'est très mineur en comparaison des troupes qui passent à travers One Right. Donc ça, c'est probablement l'aspect qui est très important à retenir. Il n'y a pas une activité qui se fait sans que tous les risques associés à la sécurité aient été évalués et mitigés lorsqu'on trouve là, qu'il y a un certain élément de danger. Mais, encore une fois, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est quand même dangereux. Là. Lorsqu'on joue avec des armes, on joue avec des explosifs. Il faut faire attention. Et les gens sont très axés sur la sécurité. Lorsque je regarde les exercices, lorsque je regarde ce qui s'est passé dans nos 12 ans de déploiement en Afghanistan, il n'est pas arrivé grand accident où soldats canadiens étaient nécessairement en cause. Mmh. Alors là, donc on parlait surtout au niveau de la 5e brigade, mais également il y a la 34e brigade et la 35e brigade, les unités de réserve. Ouais. Pour elles, qu'est-ce qui s'en vient aussi au cours là, de cette année à venir? On a premièrement chaque brigade doit fournir un groupe bataillon territorial pour les opérations domestiques. Donc eux ont terminé l'entraînement de ces sous-unités-là. Et puis leurs quartiers généraux vont être validés en février prochain par moi à Valcartier dans le cadre d'un exercice de poste de commandement. Il y a aussi l'exercice guerrier nordique où notre compagnie d'intervention en Arctique va aussi être validé. Donc, c'est une capacité qu'on va exercer conjointement avec la compagnie d'avant-garde, l'unité d'intervention immédiate de la 5e brigade. Un exercice de 2 semaines, fin février, début mars. Donc, il y a ces éléments-là. Mais nous, au niveau de la 34 et de la 35, avec le centre d'instruction, on est déjà en train de planifier la prochaine période d'instruction individuelle qui va avoir lieu l'été prochain à Valcartier, suivi de l'exercice Noble Guerrier, qui est la concentration de la force de réserve. On est déjà dans ce mode planification-là. Comment on évalue justement des quartiers généraux pour dire vous êtes prêts à être déployés si besoin? Comment est-ce que ça se fait une évaluation comme ça? En fait, on les met dans un scénario bien précis et on regarde divers aspects du commandement et contrôle. Donc, en fait, le commandement et contrôle, la liaison avec les autorités civiles, la délégation des tâches, le suivi des tâches, la planification vers l'avant sont tous des éléments qui sont regardés. C'est pas un exercice où ce que les gens passent ou échouent. C'est un exercice où on identifie les forces et les faiblesses de chaque organisation et puis dans les semaines qui vont suivre ces exercices-là, les organisations vont être appelées à travailler sur leurs faiblesses et à renforcer aussi leurs éléments de succès. On le dit souvent, la 5e brigade, la 34, la 35, ça reste des soldats avec différents métiers, mais c'est la réserve et la régulière. Comment est-ce qu'on fait pour garder nos réservistes, les réguliers, bon, on n'en parle même pas là, mais comment on fait pour garder nos réservistes, pour garder l'intérêt de nos réservistes pour venir
pour participer, alors qu'il y a des compressions budgétaires, on fait un peu moins d'activités, il y a moins d'opportunités finalement. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à les garder finalement, nos réservistes? En fait, il y a une chose que je voudrais corriger. On ne parle pas, nous, à la deuxième division, on ne parle pas de la réserve et on ne parle pas de la force régulière. Il y a juste un armée au sein de la deuxième division, et c'est la deuxième division. Nos soldats, nos sous-officiers et nos officiers sont entraînés depuis plusieurs années selon les mêmes normes. En fait, ils sont sur les mêmes cours. Les cours sont interchangeables dans le sens où des fois, c'est toujours un mix de réguliers et de réservistes. Et lorsqu'il y a des places de disponibles sur les cours, on peut soit aller chercher des réservistes qui sont disponibles ou soit aller chercher des réguliers. Ce sont les mêmes standards d'entraînement. Au niveau comment on maintient l'intérêt de nos réservistes, puis la question se pose probablement aussi au niveau de la force régulière. Quelque chose un aspect qui est différent, c'est que dans les 12 dernières années, on avait connu un élément de campagne en Afghanistan qui pouvait être un élément très motivant pour nos jeunes, pour les motiver à servir. Mais au sein de l'armée, on s'est aussi ajusté énormément au niveau du type d'entraînement qu'on conduit. Il n'y a pas de compression budgétaire qui a touché l'entraînement. S'il y a quelque chose qu'on a protégé au sein de l'armée canadienne, c'est l'entraînement. Que ce soit les périodes d'entraînement individuel, collectif. Je pense qu'on doit être aussi, on doit utiliser les technologies du 21e siècle pour améliorer la façon dont on s'entraîne. Donc, les centres de simulation qu'on a maintenant n'existaient pas il y a à peine 10 ans. Donc, c'est un élément supplémentaire qui ajoute à la qualité de l'entraînement. Nos jeunes, ce qu'ils recherchent, avant tout, ce sont des entraînements qui sont motivants, stimulants et exigeants. Et non pas qui vont s'éterniser sur 1 mois, 2 mois, comme les gens de ma génération ont connu. Donc, on travaille très fort à arriver à ce genre de résultats-là, tout aussi en impliquant les leçons apprises de notre campagne en Afghanistan. Et une des grosses leçons apprises, c'est que on mène réellement l'action jusqu'au bout. Donc, si on a des évacuations médicales, à titre d'exemple, à compléter, on la fait jusqu'au bout. Donc, ça ajoute à la valeur de l'entraînement, ça ajoute aussi à la complexité de l'entraînement. Donc, tous ces aspects-là sont regardés pour ajuster notre entraînement de façon à captiver l'intérêt de nos jeunes. Et alors, justement, au niveau des réservistes, oui. À Montréal, à Québec, on parle de certaines unités qui vont justement ont quand même un bon taux de recrutement et que certaines s'expandent. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Qu'elles prennent de l'ampleur, ces unités. Je pense au régiment Maisonneuve, par exemple. Je pense qu'ils devraient peut-être ouvrir une 3e. Non, on parle pas d'ouverture non, on parle pas d'ouverture de compagnie ou d'escadron. Là. OK. Et alors justement, le recrutement, où ça en est au niveau de la 2e division, tant pour la réserve que pour les réguliers? C'est sûr que pour l'instant, on est en ligne avec nos cibles historiques au niveau du recrutement. C'est sûr qu'il y a des unités, tout dépendant de la situation géographique, qui ont un peu plus de difficultés que les autres. Ceci étant dit, on a décidé, nous, de bâtir sur le succès. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits au Québec où on va recruter davantage. Il y a plus de recrues. On va autoriser certaines unités à dépasser leurs chiffres en sachant que d'autres unités ont de la difficulté à rencontrer leur quota. Le but étant de maintenir une base à des chiffres crédibles au niveau de qu'est-ce qu'on peut fournir au niveau des effectifs. Est-ce que les événements qui se sont passés tant à Saint-Jean qu'à Ottawa en octobre, est-ce que ça a affecté, on va dire, le moral des troupes, mais également aussi ça les a inquiétés, savoir vers où on se dirige? En fait, événement très tragique et très malheureux. Ça n'a pas nécessairement affecté le moral des troupes. Ça a plutôt étonné tout le monde. Et ça a choqué énormément mes gens. Qui aurait dit qu'au Canada ou au Québec, il y a des gens qui
qui aurait pu s'en prendre à des militaires qui étaient non armés, qui vaguaient à leurs occupations. Tout à fait inacceptable. Et puis, ça a probablement renforcé le niveau de sympathie qui était déjà très élevé que la population, que ce soit au Québec ou au Canada, a pour ces militaires. Moi, j'aime dire aux concitoyens et concitoyennes que les militaires, on leur appartient. On fait partie du tissu de la société. L'équipement que nous, on a, ça appartient aux citoyens canadiens. Donc, on est une composante de la société canadienne. Donc, ça nous a surpris. Et puis, ça a juste renforcé, ça a que je pense, renforcé le désir de nos militaires de servir. Mais il n'y a pas nécessairement une inquiétude en État. Et c'est plus une réaction assez surprenante. Là, Et suite à ça, évidemment, là, tant la deuxième division qu'ailleurs au Canada, on a changé notre posture, nos mesures de sécurité, comme par exemple le port de l'uniforme. On ne porte pas à l'extérieur, soit dans certains cas bien précis. Est-ce qu'on va maintenir, selon vous, ce niveau de posture un peu plus, ces mesures de sécurité un peu plus élevées? En fait, on a réduit de beaucoup les mesures de sécurité. Dans les premiers instants des incidents, on a rehaussé la barre au niveau des mesures de sécurité. Les rapports qui nous provenaient, que ce soit des sources de renseignement canadiens ou de nos partenaires, des corps policiers, nous indiquaient qu'il y avait un certain niveau de menace et les événements venaient juste d'arriver. Entre-temps, on a réévalué la posture à la baisse. C'est sûr et certain qu'on a demandé à nos militaires de pas nécessairement de se promener en public de façon non nécessaire. Et le but, c'est pas nécessairement, oui, il y a de protéger nos militaires, mais c'est surtout de protéger les citoyens qui sont alentour de nous. Donc, l'exemple que j'utilisais, c'était les garderies. Est-ce que c'est acceptable pour des militaires habillés comme moi aujourd'hui de se promener ouvertement dans un CPE pour aller chercher des enfants? On a tous eu des enfants ou on a tous des enfants dans des CPE. Mais est-ce que c'était encore acceptable? Donc, on a mis des restrictions à ça pour pas seulement protéger le militaire, mais protéger le public. Et puis, il y a des revues qui sont ponctuelles, qui sont effectuées par Ottawa avec les services canadiens de renseignement, avec aussi les corps de police pour vérifier le niveau de menace. Pour conclure, si vous deviez donner un mot pour décrire la deuxième division, vous diriez quoi? Persévérance. Persévérance parce que les gens, peu importe les difficultés, vont toujours être là pour répondre à l'appel. Parfait. Est-ce que vous regrettez un petit peu la 5e brigade? Je regrette rien de la 5e brigade. Mais bon, le temps passe et puis il y avait des gens qui étaient prêts à prendre le commandement. Donc moi maintenant, je suis rendu ici et puis ça me fait très plaisir encore de travailler avec la 5e brigade à partir de Montréal. Merci. De rien.